qui ont été précisés par les parents ou les accompagnants. Donc, s'il y a eu des vomissements, hémorragie ou une détresse respiratoire ou pas. Donc, vous précisez ça dans le premier temps. Ensuite, donc, c'est votre interrogatoire. Vous avez parlé l'heure de dernier repas. On n'a pas besoin de ça parce que l'heure de dernier repas, c'est ce que vous avez dit, c'est dans le cas où on doit l'opérer. D'accord? C'est ça qui pousse à demander peut-être l'heure de dernier repas. C'est lié peut-être à l'anesthésie qu'il doit subir. Donc, c'est pas important dans le diagnostic, l'heure de dernier repas. Maintenant, vous avez parlé de gestes. Oui, de gestes réalisés. En fait, il faut peut-être résumer ça par les premiers soins. C'est peut-être des soins prodigués par empirisme, le plus souvent ce qu'on voit. Les parents qui vont se jeter pour prendre une substance donnée à l'enfant ou bien essayer de faire vomir l'enfant. Donc, ce qui est important à préciser, parce que dès qu'on fait vomir l'enfant, le produit revient où il était passé. Donc, c'est important donc, de préciser cela. Et je ne sais pas pourquoi les pleurs incessants. Est-ce que les pleurs incessants sont en rapport avec quelque chose? Je ne crois pas que les pleurs incessants soient. Les pleurs incessants peuvent être la manifestation de la douleur. D'accord? Les pleurs incessants peuvent être la manifestation de la douleur. Ça peut être la manifestation de la douleur. Donc, je ne vois pas quelle importance vous donnerez ces douleurs dans votre anamnèse, dans votre interrogatoire. Par contre, dans l'examen physique, ça pourrait être un signe hein, de l'importance de la douleur. D'accord? Vous pouvez défiler un peu. Après l'interrogatoire, vous allez dire, voilà, les signes. Maintenant, ici, au lieu de mettre signes, de toutes les façons, je vous donnerai les signes. Vous allez dire, comme vous avez dit, diagnostic. Donc, si vous voulez, vous mettez signe, mais je vous conseillerais de mettre l'examen physique. C'est l'examen physique qui va rechercher. C'est l'examen physique qui va rechercher des signes oropharyngés. Ces signes oropharyngés peuvent être une hypersialorée. Donc, à l'inspection, on va avoir donc une hypersialorée. Avec donc l'abaisse-langue aussi, on peut toujours, avant même d'utiliser l'abaisse-langue, on va rechercher des lésions muqueuses buccales à type de kéélite, d'œdème, d'ulcération au niveau donc de la muqueuse labiale. Toujours donc cette approche au niveau des signes oropharyngés, on peut mettre en évidence ou bien on peut percevoir une respiration bruyante comme un stridor. Hein, donc, c'est un sifflement dû donc, au passage peut-être de l'air au niveau de l'oropharynx. Ensuite, on peut également mettre en évidence une dyspnée laryngée. Donc, c'est ici, examen. Donc, on recherche, ou bien on peut en mettre ou bien on recherche un stridor, une dyspnée laryngée, une dysphonie, une dysphagie, une odynophagie et un œdème oropharyngé, donc, avec donc l'abaisse-langue qu'on va utiliser pour regarder au niveau de l'arrière-gorge. D'accord? Donc, ce sont ces signes qu'il faut rechercher. Donc, moi, je conseillerais que vous dites, on recherchera des signes oropharyngés. Et ces signes oropharyngés, en dehors donc de l'hypersialorée, c'est des lésions buccales, type de kéélite, d'œdème, d'ulcération. Donc, un sifflement, stridor, une dyspnée, qui est une dyspnée laryngée. Comment se manifeste la dyspnée laryngée? C'est une dyspnée inspiratoire. Mais cliniquement, comment en objectif on dit que c'est une dyspnée laryngée? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est une dyspnée laryngée? Un tirage sus-cisternal. Sus-cisternal, oui, c'est ça. Un tirage sus-cisternal.
Ah, mais vous pouvez avoir un tirage external, même si ce n'est pas une dyspnée laryngée. Hein. Il y a un signe pneumonique d'une... Un wheezing avec un Le wheezing. stridor. C'est le stridor. Non, non, même le stridor, vous pouvez l'avoir si vous avez, je ne sais pas, même si vous n'avez pas une dyspnée, vous pouvez avoir un stridor. C'est un signe simplement d'œdème oropharyngé ou c'est un sifflement. Mais la dyspnée laryngée, il y a un signe pathognomonique. C'est une dyspnée inspiratoire ou bien c'est pas ça? Mais surtout chez le nourrisson ou le nouveau-né. Vous avez un entonnoir typhoïdien. Ah oui, c'est vrai. Mais... Non, il y a un entonnoir typhoïdien. C'est un signe pathognomonique d'une dyspnée laryngée. C'est bien? Vous comprenez un peu? Oui, professeur. Oui. Il y a une dépression typhoïdienne en cas de dyspnée laryngée. C'est pourquoi on l'appelle un entonnoir typhoïdien en cas de dyspnée laryngée. C'est un signe pathognomonique. Donc, c'est à l'inspection que vous regardez ça, que vous voyez ça. Dès que vous avez une dépression typhoïdienne en forme d'entonnoir chez un nourrisson ou un nouveau-né en détresse, dites-vous que c'est une dyspnée haute qui est une dyspnée laryngée. Et en urgence, vous devriez, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une dyspnée laryngée importante? Bon, on verra ça dans la suite. On verra ça dans la suite parce que vous avez des signes oropharyngés à rechercher. Ensuite, des signes digestifs. Donc, des signes digestifs, on a parlé donc de l'odynophagie, donc c'est la douleur à la déglutition, donc des brûlures rétrosternales. Et c'est ici peut-être qu'il faut mentionner les pleurs qui peuvent renvoyer à des signes de douleur importante ou de douleur sévère. Donc, on peut avoir aussi des épigastralgies, des vomissements, une hématémèse qui peut être de grande abondance ou de petite abondance, en sachant que parfois le sang ressorti, il y a une quantité importante qui reste dans le tube digestif comparé à ce qui est vomi. Mais aussi, on peut avoir un méléna, donc du sang qui est digéré et qui sort par l'anus. D'accord? Et ces signes digestifs. Et dans cette description aussi, vous pouvez, parce que quand vous parlez, parce que j'ai vu que vous avez dans votre, vous pouvez défiler un peu, vous avez parlé des signes respiratoires, des signes généraux, les signes digestifs, vous avez parlé donc d'emphysème. Là où vous parlez d'emphysème, ce n'est pas des signes digestifs, hein? Et défense, tout ça, ce n'est pas des signes digestifs. Peut-être vous avez parlé des signes abdominaux, c'est-à-dire quand il y a peut-être une perforation, vous allez avoir une irritation péritonéale ou bien une péritonite par perforation d'un organe creux. C'est ça. Mais ça ne fait pas signe digestif. Vous pouvez dire que peut-être c'est des signes abdominaux. C'est dans les cas de gravité où il y a une perforation, vous avez des signes abdominaux.